Bonsoir à tous. On se retrouve ici avec un grand événement vu que c'est un an du cours. Et quand on revient, vous savez que dans la Torah, on appelle les fêtes, on appelle les Shalosh Regalim. Les Regalim, c'est quoi? C'est une roue, c'est quelque chose qui revient sur lui-même. L'année, elle revient sur elle-même et on peut refaire le point, un petit peu c'est comme une spirale qui monte, c'est-à-dire qu'on est au même point mais on est un petit peu au-dessus parce qu'on a gagné en maturité. Et donc aujourd'hui, on revient un petit peu, on peut refaire un peu le point sur ce qu'on a fait cette année, on a dû utiliser environ 350 kg de farine, ouvrir 350 000 bouteilles d'huile, et on a fait quand même pas mal d'heures de Torah, donc merci à tous d'être là. Je fais des petites annonces aussi online, que si Dieu veut, on aura une grande joie. Jeudi soir prochain, on va faire une Achnasat Sefer Torah à Kalisher. C'est quoi une Achnasat Sefer Torah? C'est quelqu'un qui a offert un nouveau Sefer Torah, et on va faire comme un mariage. Vu qu'on a la possibilité d'avoir une nouvelle Torah, alors on se marie avec cette Torah, et donc on fait une grande fête, et c'est comment? C'est dans les rues de Tel Aviv, on va bloquer la rue Allenby, et on va passer tous ensemble, il y aura un char avec de la musique, il y aura des trucs pour les enfants, etc. Et on va danser, donc vraiment, si vous voulez faire un truc que vous ne pouvez pas faire en France, ou difficilement faire en France, et voir un peu ce que c'est, jeudi soir prochain, voilà, il y a des invitations, et vous êtes tous invités, ça sera au centre de Yonah Hanavi, donc au 27 Rehov Yonah Hanavi, et ça marchera sur Allenby pour aller jusqu'au centre de Kalisher, donc c'est très sympathique. Voilà. Alors, on est doublement dans un début. Pourquoi? Parce que aussi on va commencer nous commence un nouveau livre, le livre de Shemot. Alors juste pour replacer un petit peu l'histoire, il y a on suit depuis un petit moment la famille Avinu. Alors le chef, le grand-père, il s'appelait Abraham. Après on a eu Yitzhak, on a eu Yaakov. Bravo. C'est facile de suivre au début, je viens de commencer, il n'y a que 2 minutes. On va voir si dans 2h30 de cours tu seras encore, quoi qu'il en soit, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Yaakov a ses 12 enfants, a ses 12 garçons, dont Yosef. Yosef, on connaît l'histoire. Yosef est d'abord vendu esclave, mais Yosef va se retrouver et va être l'intendant de l'Égypte. C'est quoi cette histoire? Yosef est en prison, Pharaon fait un rêve, et dans ce rêve, on va lui révéler, il ne sait pas l'interpréter ce rêve, il va faire venir tous ces sorciers, et il leur dit, écoutez, dites-moi, je vois bien que ce rêve, c'est pas un rêve normal, qu'est-ce qui se passe dans ce rêve-là? Et personne ne peut l'interpréter, sauf une personne, qui ça? Yosef. Et là, Yosef lui dit, tu sais quoi? Tu sais quoi, Pharaon? Dieu vient et veut te dire ce qui va se passer. Parce que quand Pharaon, tu es un homme d'État, quand tu rêves quelque chose, c'est pas Pharaon en tant qu'individu qui rêve, mais c'est Pharaon, l'homme d'État, qui rêve. Dieu veut te faire passer un message. Quel message? Sache qu'il va y avoir 7 années de famine quand on n'a jamais connu quelque chose qui se rapproche. Rasera pendant 7 ans, rien du tout. Mais, pendant 7 ans, d'abord il va y avoir 7 années d'abondance, et ensuite 7 années de famine terrible. Et là, Pharaon ne sait pas quoi faire. Et Yosef lui dit, mais tu sais quoi, tu devrais nommer quelqu'un pour essayer d'organiser, profiter au maximum de ces années d'abondance pour préparer l'Égypte. Et là, Pharaon lui dit, maintenant que Dieu t'a révélé ça, qui est mieux placé que toi pour faire le job? Et Pharaon va faire quelque chose d'incroyable. Il va prendre un esclave et il va en faire l'intendant du royaume. Donc le numéro 2 de tout le royaume. Et donc Yosef va devenir quelqu'un de très important. Plus tard, on a vu il y a 2 parachas Vaïgash que les frères de Yosef et son père vont venir le rejoindre en Égypte, vont le retrouver, et vont venir s'installer en Égypte. Et de là, ils vont se multiplier. Il va y avoir un peuple juif qui va commencer à vivre en Égypte. D'accord? On connaît l'histoire plus ou moins. Maintenant, Yosef donc, était une des personnes les plus importantes du royaume. Et on commence le nouveau livre de Shemot et ça commence pas super. Pourquoi? Nous dit la Torah, c'est le texte numéro 1, vous avez des feuilles, toi j'ai des vraies feuilles, je ne sais pas vous dire que... Voilà. Vayakom melech hadash al Misraïm, asher lo yada et Yosef. Un nouveau roi est venu sur l'Égypte, et ce nouveau roi, il ne connaissait pas Yosef. Alors normalement quand on lit ça, je dis souvent mais je vous redis, tout le monde ici a plus de 6 ans. Ouais, les enfants dorment, donc tout le monde a priori a plus de 6 ans. Donc, quand on lit la Torah, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas lire la Torah avec la même vision, la même lecture que quand on était enfant. Quand on était enfant, on était en train de... Je prends la même image, c'est-à-dire que quand on était petit au Talmud Torah, on était en train de dessiner on était en train de colorier des images de la Torah.
Vous imaginez bien que à Pognovitch, il n'y a pas, y a pas 1200 Avrerim sont toute la journée en train de colorier avec le Rosh Yeshiva qui dit ah t'as dépassé, reviens. Ok, donc c'est-à-dire que c'est sûr que on doit avoir une raison qui est plus profonde. La première chose, c'est de se poser des questions de logique. C'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un ne connaisse pas le Premier ministre de juste avant? Non, d'autant plus que c'est pas un Premier ministre qui a eu en fait on va dire un mandat extrêmement plat, d'accord? Quand on dit normal, c'est ça qu'il voulait? Voilà, un mandat normal. Mais c'est un Premier ministre qui est arrivé à un moment de crise incroyable parce que l'Égypte allait être complètement détruite. Et il nous a raconté la Torah que Yosef il s'est pas laissé un petit peu porter. Il n'a pas juste géré la situation. Il a fait preuve d'une cruauté terrible. Yosef. Il a pris tous les gens, il a dit vous n'avez pas de quoi manger? Pas de problème, va vous payer, je vous donnerai à manger. Et après ils arrivent et disent mais on a plus d'argent. Bah, pas de problème. Vendez-moi vos bêtes. On n'a plus de bêtes. Bah, vendez-moi vos champs. On n'a plus de champs. Bah, vous allez tous travailler pour nous. Donc c'est-à-dire que Yosef n'a pas eu peur à un moment qu'il y ait une révolte. Il a tiré les gens jusqu'à la limite que ça casse pour que toutes les richesses de tout le monde connu, de la région, finissent dans les caisses de qui? De Pharaon. Pharaon qui avait, vous imaginez, je ne sais pas si vous avez fait en histoire le Moyen-Âge, il y a un roi, mais bon, le roi, il royote comme il peut et il doit détendre un petit peu des seigneurs. D'accord? Yosef, il transforme ça. Tout le monde travaille pour Pharaon. Il fait des impôts. On n'a pas vu ça depuis la France. D'accord? Un truc incroyable. D'accord? La fortune, tout est taxé. D'accord? Et Yosef, il va faire ça, il va renflouer les caisses du royaume, il va transformer Pharaon, qui était quand même quelqu'un de puissant, mais en l'homme Pharaon, un maître suprême sur toute l'Égypte et toute la région. Donc c'est que ce Yosef-là, c'est inimaginable de se dire qu'il y a un roi qui vient et qui ne connaît pas Yosef. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Asher lo yada et Yosef, il ne sait pas c'est qui Yosef. Donc normalement, j'ouvre la Torah, je commence à lire et j'ai deux possibilités. Soit je prends le dis, j'ai écouté monsieur, vous pouvez me rendre mon argent s'il vous plaît, je veux un refund, ce livre il tient pas la route. Soit je me dis, alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici? On est obligé de se poser la question. Alors soit on réfléchit, on se casse la tête, soit on va voir ce que les autres ils ont à nous dire là-dessus. Il y a ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est la loi orale, c'est justement des discussions et des transmissions qui sont pour l'explication du texte de la Torah. Pourquoi il y a besoin de ça? Messieurs, on ne veut pas avoir notre personne ici. Quand vous avez fait votre bar mitzvah, vous avez mis votre filine, pour la majorité. Où est-ce que vous avez mis les filines? A priori là et là. Ouais, plus ou moins. Maintenant, vous avez même pris la photo, etc. Pourtant dans la Torah c'est écrit Ve'utafot ben aenecha, c'est entre tes yeux, ve'al yadecha, sur ta main. Et si quelqu'un veut venir et mettre des filets entre les yeux, on dit mais t'as rien compris? Mais c'est écrit. Oh, mais ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Pourquoi? Parce que quand on va étudier les textes, on va avoir une vision qui est profonde en venant pousser les choses au fond. Donc en tout cas, en tout cas, le texte du Talmud vient et nous explique c'est quoi cette histoire qu'il ne connaissait pas Yosef. Il nous dit voilà c'est le texte numéro 2. Asher lo yadet Yosef, vous la dernière ligne. Asher lo yadet Yosef qui ne connaissait pas. Maï Asher lo yadet Yosef. C'est quoi cette histoire qu'il ne connaissait pas Yosef? J'ai essayé de trouver un exemple. J'ai même pas trouvé un exemple de quelque chose d'aussi fort. J'ai dit peut-être Charles de Gaulle. Bon, il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas de Gaulle, mais ça, je ne sais même pas dans l'histoire. Est-ce qu'on a eu dans l'histoire moderne le cas d'une figure d'une personne qui a sauvé complètement un pays, qui a tout transformé de lui par sa force à lui. En tout cas, Yosef c'est lui. C'est quoi qu'il ne savait pas Yosef? Nous demande le Talmud. De ave dami keman de loyadale le Yosef klal. Il faisait comme si, comme on dit en hybride, keilou, il faisait genre, il ne connaissait pas Yosef. Vient le Talmud et dit, écoute, ça, de le prendre au premier sens, de dire qu'il ne connaissait pas Yosef,
c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Donc, que vient de nous dire le texte? Qu'il se comportait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire comme s'il ne connaissait pas Yosef? Texte numéro 3, il commence à avoir un problème. Ouvne Israël, parou virshretsu virbu yatzmu bimod meod vaitimale haaretz otam. Nous dit la Torah, les enfants d'Israël, ils se multiplient, virshretsu, ils se multiplient. C'est quoi sheretz en hébreu? C'est un exemple que vous êtes noté, après ça fait partie de votre note. Sheretz, shratim, des insectes. Des insectes. Veishretsu, ils se multiplient comme des insectes. C'est pas très joli, mais au moins, l'image elle est claire. Ça pullule, ça grouille de juifs partout. Ça grouille de juifs. Les juifs sont partout. Dans les médias de Mitzraïm. Dans les finances de Mitzraïm. Dans Internet. Partout il y a des juifs. Tu veux pas? Alors c'est un problème. Qu'est-ce qu'il doit faire ce pharaon? Là, je ne vous ai pas écrit, mais le texte vient et nous dit, il dit, mais c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est la troisième colonne? Comment ça? Cinquième colonne, excusez-moi, c'est une autre époque. La cinquième colonne, qu'est-ce qui passe? 5. 5. C'est un chiffre rond. Cinquième colonne, la double allégeance. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont ultra puissants, ils sont partout. À un moment, ils vont en avoir marre, ils vont essayer de prendre le pouvoir, ils vont nous sortir. Et là, Pharaon, il est mal. Maintenant, on se met un peu dans la tête de Pharaon. D'accord? On a d'un côté, on a un problème politique. Ça ne m'arrange pas que ces juifs soient partout. C'est vrai que pour l'instant, ils se comportent très bien, c'est des bons citoyens. Mais quand même, il y a un problème. Et Pharaon, il devient fou. Va-t-il aller à Haaretz Otam? La terre se remplit d'eux, c'est à quoi qu'elle se remplit? C'est-à-dire qu'à chaque centimètre, il y a un du juif. C'est-à-dire qu'un Égyptien, il sort dans la rue, il voit des juifs partout. Voilà, ces trucs, il y a des mezuzot. Partout, je vois des juifs. Ils sont obsédés par la question juive. Et là, Pharaon, ils ont un problème. Son peuple, il commence à faire la pression. Ses conseillers, nous dit le Midrash, ils viennent, ils disent, il faut qu'on fasse quelque chose. Maintenant, Pharaon va décider de faire ce qu'on appelle la solution finale. Je veux plus de juifs. Maintenant, c'est pas facile de faire la solution finale. Pourquoi? Parce que c'est qui tous ces juifs? On n'est pas 10 000 ans, 1000 ans plus tard. On parle des petits-enfants de Yosef. Yosef, c'est qui? C'est le sauveur de l'Égypte. C'est pas un dirigeant. C'est pas Léon Blum. D'accord? C'est le sauveur de l'Égypte. Léon Blum était un poéticien français d'avant-guerre. Juif. Tunisien. Ashkenaz. Non, t'inquiète pas, on nous a appris ça à l'école. Quoi qu'il en soit, il est mal, Pharaon. Parce que d'un côté, clairement, il y a un problème, il faut le régler. Cette situation ne me plaît pas, j'aimerais bien me débarrasser de ces juifs. Mais d'un autre côté, ça se fait pas. C'est-à-dire que ça se fait pas, un, et de deux, il faut réfléchir. Qui, comme type à peu près normal, va exterminer les enfants du héros du pays? Ça la fout mal. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et là, Pharaon, il est face à un dilemme. Clairement, j'ai une valeur qui s'appelle la gratitude. J'ai un héros qui m'a sauvé la vie de moi et tout mon peuple. Je ne vais pas tuer ses enfants. Mais d'un autre côté, comment on dit en hébreu, tachles. J'aimerais bien m'en débarrasser. J'ai envie, mais je veux pas. Un jour, je rappelle Chétrit, il a dit cette remarque. Quand j'ai envie, je veux. Je veux, c'est quelque chose de profond. Ça provient, c'est moi, je veux. Mais j'ai envie de manger des pâtes. Je veux, c'est que c'est la volonté. Ça exprime un choix. Ça exprime qui tu es. J'ai envie, ça me passe par la tête. Si quelqu'un te dit, mesdemoiselles, si un des jeunes garçons du groupe ou d'ailleurs vous dit j'ai envie de me marier avec vous, c'est pas bon signe. D'accord?
vous laisse C'est quand même, méditer. tellement envie d'avoir sa place en gagnant. Ah ouais, vous inquiétez pas, j'en vois de tous les côtés là. Quoi qu'il en soit, et vous aussi qui m'écoutez, vous pouvez le faire. Quoi qu'il en soit, donc il veut pas, mais il a envie. D'un côté, concrètement, ça l'arrangerait bien que la situation, la réalité, ça l'arrangerait bien, mais il est gêné dans cette réalité parce que ça vient en contradiction avec ses valeurs. Et la valeur numéro 1, c'est un peu de gratitude. Et donc là, Pharaon, il n'est pas bien. Ça vous est déjà arrivé des choses dans la vie comme ça? Des moments où tu as des valeurs. Je donne un exemple, d'accord? Je vois, on va faire avec des chiffres sérieux pour qu'on comprenne un peu l'enjeu. Je vois une mallette, d'accord? Je suis à Ashdod ou Herzliya, ça peut arriver ce genre de choses. Je vois une mallette avec, je l'ouvre, et qu'est-ce que je trouve dedans? $1 million. Et Herzliya. Ah, c'est là, c'est non. Avec $1 million, d'accord? Et il y a un nom, très bien, on va dire, appartient à l'association des mères, des enfants, comment est-ce qu'on dit, des enfants orphelins de l'armée, des gens qui ont sauvé leur vie pour l'État, malades, qui ont le cancer, rabbins. Et là, qu'est-ce que tu fais? Parce que d'un côté, ça se fait pas. D'un côté, ça se fait pas. Je veux pas voler. Ça. Mais de l'autre côté, ça m'arrangerait bien. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu es face à un choix pareil? Parce que clairement, tes valeurs, elles sont que tu dois pas le prendre. Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas écrit les orphelins il y a écrit juste monsieur, je sais pas, monsieur Hofer. Oh, monsieur Hofer, c'est quoi? Monsieur Hofer, s'il y a un frère ici? Mazel Tov. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le mariage, ça vaut le coup d'aller. Parce que Hofer, c'est l'homme le plus riche d'Israël. D'accord? L'homme le plus riche d'Israël. Tu vois, c'est bien d'1 million de dollars. Hofer, qu'est-ce que ça lui change $1 million vraiment? Et en plus, c'est quoi? Moi, j'ai des gens qui ont travaillé pour lui. C'est complètement faux, c'est une histoire inventée. Et il est désagréable. Et c'est quelqu'un vraiment, il a fait des sales coups à lui vraiment dans le business et tout. Et là, tu dis, ah, mais quand même, en plus, il est hyper riche, ça lui change rien. En plus, et moi, j'en ai vachement besoin. Et moi, je vais vachement l'utiliser, et mes enfants, etc. Et si je vous pose la question, est-ce qu'on a le droit de voler quelqu'un parce qu'il est riche? Non. Est-ce qu'on a le droit de voler quelqu'un parce qu'il est désagréable? Non plus. Mais n'empêche que quand il y a 1 million, d'un coup, ça penche quand même sur la balance. Mais si c'est écrit $1 million en raison du Hamas. Tu prends, tu Alors, Hamas, Votre question dépasse le cadre de ce cours. Ah non, mais par contre, c'est intéressant. Alors, on pose la question si ça appartient au Hamas. J'ai pas compris, ça appartient au Hamas. Notre question. Si c'est à quelqu'un de mauvais. Là, c'était des gens qui étaient neutres. Il faut payer des gens avec cet argent. Donc, alors, je me permettrai de garder cette question pour après. On va en parler après. On prenait. Ça y est, on est arrivé. C'est une mitzvah de les prendre. S'ils vont tuer les juifs avec. C'est une mitzvah de prendre cet argent. Et des armes, c'est comme désarmer quelqu'un qui va se tuer. Alors, quoi qu'il en soit, revenons. Alors, on revient. Exactement, voilà. Alors, quoi qu'il en soit, dans le tout, tu le prends, tu verras bien. Mais quoi qu'il en soit, les amis. Alors, on est face à un choix. Concrètement, j'ai envie, ça m'arrangerait bien qu'il n'y ait pas de nom. Ça, c'est facile. En une seconde, hop, je jette. Ah, il n'y a pas de nom, incroyable. D'accord? Et c'est facile. Ou alors, je vis selon mes principes. Mais c'est pas, ça m'arrange pas. S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de signe. Non, s'il n'y a pas de signe. Tu peux pas savoir si S'il n'y a pas de signe.
D'accord, bon, il peut y avoir un signe parce que bon, le truc. Quoi qu'il en soit, les amis, nous allons faire un test technique juste après le cours. Il y a chacun une mallette de 1 million qui vous attend avec mon nom dessus. D'ailleurs, je vous dis un truc très important, si vous trouvez de l'argent, il m'appartient où qu'il soit, donc n'oubliez pas de me le rapporter. La halakha, c'est qu'il faut m'apporter tout l'argent que vous trouvez, s'il n'y a pas de signe, très important. Quoi qu'il en soit, mes amis, alors, qu'est-ce que tu fais dans un cas comme ça? Pharaon, il est pas bien. Pharaon, il est vraiment pas bien. Ça l'embête. Il est face à un dilemme, Pharaon. Bon, je peux donner un autre exemple comme ça. Bon, on va pas donner l'exemple, on verra pour la suite. Quoi qu'il en soit, par exemple. Alors, comment c'est possible? Ouais, ça peut nous amener trop loin des exemples. Quoi qu'il en soit, Pharaon, il est face à un choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas ouvertement dire que je suis un sale type. Je peux pas dire que je suis un sale type. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Je peux pas dire que je suis un voleur. Alors je vous ai déjà raconté l'histoire quand j'étais petit de la vache qui rit. Non, ceux qui ont compris. Je raconte beaucoup d'histoires sur mon enfance, ça me fait un petit gratuit. Donc, quand j'étais petit, les Kaira, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient te voir, ils disaient pourquoi tu l'as frappé? Tu sais, mais qui? Et là, ils disaient la vache qui rit, et tac, ils te frappaient. Alors, on ne sait pas pourquoi la vache qui rit, mais quoi? Les Kaira, ils venaient te voir, ils disaient ouais, pourquoi tu as attrapé ma soeur? Je sais pas qui c'est ta soeur. Et ils venaient t'embêter. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas dire je suis un voyou, je tape les gens pour rien dans la rue, alors qu'est-ce qu'il dit? Je suis un Robin des Bois. Qu'est-ce qu'il dit? Ça a du sens. Pourquoi? Parce que personne au monde ne veut accepter d'être un sale type. Ça n'existe pas. Même Al Capone, il respecte sa maman. Ok, toi, manque de respect. Ok, on va tuer tout le monde, il a manqué de respect à la famille. Ça n'existe pas quelqu'un, ça n'existe pas, ou très très peu des gens qui disent ah ouais, non, moi clairement, je suis honnêtement une pourriture. Regardez, je vous dis, on a lu un article, Joy m'a montré tout à l'heure un article incroyable d'un monsieur qui a fait des arnaques, vous savez l'arnaque au président, je sais pas, un horrible, Khilou Lachem, terrible, etc. Ils ont fait une arnaque. Ils en ont fait un film. Ah ouais? Ouais. Et vous savez ce qu'il ose, ça trouve pas, il dit, il faut être très très fort quand même pour dire ça, il dit, non mais j'ai dédommagé certaines des personnes, je lui ai envoyé un bouquet de roses. Le bonhomme, il a 50 millions d'euros dans la poche de ces trucs-là, et il a envoyé un bouquet de roses, et il est très bien en disant, mais je suis quelqu'un de bien, je leur ai envoyé un bouquet de roses. Vous vous rendez à quel point? Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Quelqu'un qui va se dire je suis un sale type. Madoff, qui a coulé souvent des fondations juives, des gens qui n'ont plus d'argent pour payer des choses pour des enfants à cause de Madoff, c'est terrible. Tout l'argent des fondations juives était chez Madoff. Il a perdu leur argent. Même lui, il ne doit pas se voir comme un sale type. Personne ne se voit comme un sale type. Pourquoi? Asher lo yada et Yosef. Je vais m'inventer une situation dans laquelle, en fait, non, moi je dois rien à Yosef. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est pas facile quand même, le mec qui t'a sauvé ton pays, il t'a sauvé la vie. Comment tu peux dire, quelqu'un il t'a sauvé de la vie, t'as sorti du trou, non ça t'arrange pas d'être trop reconnaissant vis-à-vis de lui, alors tu dois trouver un moyen de couper un peu cette obligation de gratitude vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que tu vas trouver comme excuse? Plein d'excuses. Première excuse, ouais bon bah de toute façon j'en avais pas vraiment besoin. C'est un petit peu dur, quand tu allais mourir, tu n'avais pas de quoi manger, il t'a sauvé la vie. Mais tu peux dire, ouais, de toute façon, c'était pas lui, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais pu le faire tout seul. Ok, donc j'ai pas besoin de lui, je m'en fiche, c'est qui Yosef? On l'aurait fait nous-mêmes. Deuxième possibilité, ouais, il l'a fait pour lui. La preuve, il l'a fait pour lui. Regarde, il est venu, il a ramené ses enfants, sa famille, il est devenu prince. C'est plutôt pas mal, il était un esclave, il est devenu prince. C'est pas pour nous qu'il l'a fait. Et en plus, vous savez quoi? Yosef, il a déjà été payé, il est devenu prince, il a eu un salaire. Et d'ailleurs, tu sais quoi? On l'a peut-être payé un peu trop cher, ce Yosef. On va voir, on va demander des intérêts aux enfants. Il y a plein de façons d'expliquer, de dire de toute façon, je ne dois rien. C'est pas pour moi qu'il l'a fait, c'est pour lui. Donc, Pharaon, Hacham lo yada et Yosef. Il trouve des excuses et il se crée une réalité dans laquelle il n'a pas de raison d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude pour Yosef. Et donc, dans ce cas-là, il peut y aller parce que j'ai pas de raison, j'ai pas de sentiment d'obligation. Je peux tuer ses enfants et je suis pas un sale type parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays celui-là? Rien du tout. Ok? Et comme ça, on peut aller faire ce qu'on a envie de faire. Maintenant, il y a un petit problème avec ça. C'est le texte numéro 4. Vayomer Paro, au moment où Moshe et Aaron vont venir voir Pharaon et dire laisse partir les Juifs, parce que Dieu l'a dit.
Vayomer Paro, mi Adonai, Asher Eshma Bekolo, les Shalach et Israël, lo yadarti et Adonai, vegam Israël lo eshalach. Dit Paro, c'est qui ce Hachem pour que j'écoute ce qu'ils me disent pour le laisser partir? Lo yadarti et Hachem, je connais pas d'Hachem. J'ai jamais entendu parler de ça. Vous me dites, il y a Hachem qui me dit des trucs, mais écoutez monsieur, je sais pas, c'est un pur étranger pour moi, je sais pas de qui vous parlez. J'ai pas de raison que je renvoie le peuple. C'est un peu problématique, pourquoi? Parce qu'on voit que Pharaon lui-même, quand, vous savez, on se souvient de ce Yosef, on dit Hachem Ito. Dans tout ce qu'il fait, Dieu est avec lui. Nous dit Rachid sur place, il dit toujours Baruch Hachem, Berazalat Hachem, Hachem, Dieu, 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 Dieu. On voit que quand il arrive en Pharaon, et Pharaon dit explique-moi mon rêve, il dit mais moi je ne sais pas expliquer les rêves, c'est Hachem qui sait expliquer les rêves. Et tu sais quoi? C'est Hachem qui t'a donné ce rêve, et c'est Hachem qui te dit ce qui va se passer. Et Pharaon lui-même lui dit, et maintenant que Hachem t'a dit tout ça, et que Hachem a dit ça, alors il faut que tu sois toi. Donc Pharaon il sait très bien c'est qui Hachem. Et même lui il reconnaît à ce moment-là que comment il a pu sauver le pays grâce à Yosef, mais parce que Hachem lui a envoyé ce rêve. Donc c'est quoi? Il dit je connais pas Hachem. Tu sais très bien que c'est qui Hachem. Toi-même t'as dit que c'est grâce à Hachem que tu vas être sauvé. Texte numéro 5. Nous disent nos sages dans le Midrash. Ils ont bien vu que dans les deux fois, la première fois il a dit Asher lo yadat Yosef, il connaît pas Yosef. La deuxième fois il dit Asher lo yadati, je sais pas c'est qui Hachem. Tu connais pas Yosef, tu connais pas Hachem. Nous disent, ils racontent une parabole, les sages. Mashal lechat chez Radgam oavo chez la Meler, une personne qui a jeté une pierre sur, il y en a qui dit la statue du roi, l'autre qui dit le copain du roi. Amar Ameler, le roi il a dit, Atizo et Rocho, coupez-lui la tête. Qu'il est machar yase bi kar lekar. Parce que s'il a été prêt à faire ça à mon sosie, à ma statue, à mon copain, il va finir par me le faire à moi. Donc c'est vrai qu'il ne m'a pas encore fait, mais ce n'est qu'une question de temps. Tu vois bien qu'il ne me respecte pas, il n'a pas du tout peur de s'attaquer à mes proches, et il n'aura pas peur de s'attaquer à moi. L'écart kadou alav amikre kelomar. Ayom asher lo yada et Yosef. Aujourd'hui, il a commencé à dire je ne connais pas Yosef. Donc on dit qu'est-ce que ça veut dire que je ne connais pas Yosef? C'est-à-dire que je fais comme si au fond, je n'ai aucun sentiment d'obligation de gratitude, et je ne suis pas du tout redevable du bien que Yosef m'a fait. Ou a-t-il l'Omar, et il va finir par dire, le Yati est Hachem, je ne connais pas Hachem. Nous disent nos sages, un grand principe psychologique, si tu ne reconnais pas le bien que ton prochain t'a fait, que tu n'as pas de gratitude vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis de ce que quelqu'un t'a fait, alors tu finiras par nier le bien que tu as reçu d'Hachem et tu vas être ingrat vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de Dieu. Sauf que là, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a dit, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un bonhomme pour dire je suis ingrat, je lui dois rien? On a dit, il l'a fait pour lui, j'aurais pu le faire sans lui, de toute façon je l'ai déjà payé. Alors maintenant voyons voir un petit peu ces choses-là. Comment je peux dire ça pour Hachem? J'aurais pu le faire sans lui, Hachem t'a donné la vie. Tu aurais pu te donner la vie tout seul? Pas fastoche. D'accord? Donc tu peux pas dire que j'aurais pu le faire sans lui. Bon d'accord, ça je le dois. Mais surtout il a fait pour lui. Quel pour lui? Il a besoin de toi. De toute façon je l'ai payé. Qu'est-ce que tu l'as payé? Comment est-ce que Pharaon peut en arriver? C'est quoi le lien? D'accord. Donc qu'il ait réussi à trouver une entourloupe pour dire que de toute façon je ne suis pas redevable vis-à-vis de Yosef. On a compris, il y a plein de façons de le faire et on le fait toute la journée. Mais vis-à-vis d'Hachem, comment? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On fait un snapshot sur la tête de Pharaon, on met des électrodes partout. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête de Pharaon? Comment est-ce qu'il arrive? Le Yati est Hachem. Toi-même, tu as reconnu que c'est Hachem qui t'a sauvé ton pays. Et maintenant tu dis, je ne sais pas qui c'est, non, en fait, je lui dois rien. Comment t'arrives? Alors j'ai compris pourquoi tu ne veux pas lui être redevable. Comment c'est qu'il a reconnu que c'était Hachem? C'est ce que j'ai dit. Quand il dit maintenant que Hachem t'a révélé ça, Yosef lui dit c'est Hachem qui t'a donné le rêve, et lui il reconnaît que c'est Hachem qui lui a donné le rêve, et c'est Hachem qui a interprété, etc. etc. Donc, Pharaon est dans le même problème. Là, pourquoi? Parce que j'ai toujours envie de tuer les Juifs, mais j'ai bien compris que les Juifs, ils ont un lien particulier avec Dieu, avec Hachem.
c'est que je peux pas attaquer son peuple. Et je peux pas me battre contre lui non plus. Mais ça m'arrange pas. Donc il est encore devant cette grande... il est tiraillé entre... si je fais ça, je suis un sale type. Mais je veux pas être un sale type. Mais d'un autre côté, j'ai envie de prendre l'argent. J'ai envie de les tuer. J'ai envie de faire ceci. Donc comment tu fais? Encore une fois, comment il va s'en sortir ce pharaon? Quand il est pris en tenaille entre ses valeurs et dire si je transgresse ouvertement mes valeurs, je suis un sale type. Entre nous. Une personne qui a des valeurs, une personne qui n'a pas de valeurs. Est-ce qu'on voudrait être copain? Vraiment, de rigoler, vraiment, est-ce qu'on voudrait être ami, proche, de confiance ou marié avec quelqu'un qui n'a absolument aucune valeur? Personne. Quelqu'un qui dit non, moi tout ce que je veux c'est l'intérêt, l'argent. Une fois j'ai quelqu'un qui m'a dit non, moi je pense que dans la vie, le but c'est de profiter, etc. Je lui dis mais donc si tu profites, donc si ta femme était mariée, si ta femme elle te saoule, tu te barres? Ouais. Mais si tes enfants ils te saoulent, tu les laisses un truc? Ouais. Donc, mais une personne comme ça, c'est pas classe, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok? Même quand ils font les trucs Miss France, elle dit oui, moi je veux le truc, etc. Elle peut pas dire non, moi je m'en fiche, je veux juste être Miss France. Non, ça se fait pas. Même Al Capone, il respecte la famille. Même les Kaira, ils protègent la vache qui rit. Il n'y a pas de truc. Tu peux pas. Alors, comment il va s'en sortir ce pauvre pharaon? Il est pas bien. Donc là aussi, il va trouver un moyen pour ne pas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et là, on passe à la page suivante, et c'est là que ça se complique. Le peuple juif, il avait fait des erreurs ou pas? Il fait des erreurs? Il avait fait des erreurs. À ce moment-là, le peuple juif commence à faire, commence à se un petit peu s'endormir, mais il garde, nous dit nos sages, il garde trois choses. Il garde leurs vêtements, leur nom et leur langue. Si le pharaon il avait reconnu Hachem, pourquoi il ne s'est pas converti au judaïsme par exemple? Déjà, il n'y avait pas de judaïsme à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de Torah. Non, parce que le peuple juif, c'était un peuple biologique. C'est un peuple, c'était pas une religion. Si je peux me permettre, il n'y avait pas encore de peuple. Non, justement, alors c'est le moment, la première fois on va dire le mot Bnei Israël, la première fois on va parler de peuple, c'est justement quand Pharaon va se mettre contre eux. Aujourd'hui, c'était qu'une famille, ça n'a pas de sens, c'est comme si tu dis, moi je trouve que cette famille-là, ils sont géniaux, et dire pourquoi tu changes pas ton nom, tu t'appelles pas comme eux. Je trouve géniaux. Tu peux marier avec eux. Alors justement, Pharaon leur propose à ce moment-là de faire des mariages et ça va coincer au niveau politique. Comme ça nous raconte le Midrash. Mais clairement, à ce moment-là, tout le monde veut rentrer dans ce concept. C'est tellement extraordinaire, tout le monde veut en faire partie. Donc effectivement, même Pharaon aussi pense à faire partie de ça, mais ça passe pas. Quoi qu'il en soit, vont commencer, Dieu va venir parler à Moshe, et va dire Moshe, je vais t'envoyer, et on va lui régler son compte à ce Pharaon. C'est quand on va lui régler son compte. Hachem peut très bien en une seconde tuer tout le monde. Je sais pas si Arnold Schwarzenegger en est capable. Dieu est possible, il est plus fort. D'accord? Donc il est capable de trouver un moyen de. Mais non, on va faire un système. Il va y avoir 10 plaies, etc., etc. C'est quoi le but de ces plaies? Il y a plein de choses. Alors, ce soir, on va essayer de réfléchir à un petit point. Mais pour ça, je voudrais essayer de comprendre une chose. La première plaie, allez, interro. La première plaie, on la connaît. Tout le monde connaît la première et la dernière. Le dam. Le sang. Le sang. Qu'est-ce qu'il fait Dieu, ok, à travers Aaron? Il va transformer toute l'eau du Nil en sang. Incroyable. C'est pas juste toute l'eau du Nil en sang, mais je le répète souvent, je le raconte à Pessah, que quand un juif boit, il boit de l'eau. Et quand un égyptien boit, il boit du sang. Alors ici, c'est pas possible. Alors là, on a une super idée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'eau des juifs. Ils prennent de l'eau et elle se transforme. Ils boivent, c'est du sang. Je sais pas si c'est déjà arrivé de. Non, Borchel, ça n'est pas arrivé. Ouais. Parce que c'est déjà arrivé de boire de l'huile. Pourtant, l'huile, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec de l'huile. Et pourtant, c'est pas bon à boire. De boire de l'huile. Quand on buvait de l'huile. Donc, imaginez quelqu'un qui doit boire du sang. Comme c'est horrible. Donc là, pour mettre un petit peu, c'est sorte de Pessah, mais tu bois du sang, qu'est-ce que tu fais? Tu craches, qu'est-ce que tu veux faire tout de suite? Tu veux te rincer la bouche. Tu te jettes dans l'eau, et là, qu'est-ce que tu prends? Du sang. Tu en as plein partout. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça, tu prends, et en fait,
faut imaginer une société dont tout le monde est Dans du sang. plein de sang partout dans la bouche. Impossible de l'enlever. Tu peux pas l'enlever ce sang. Tu as un goût de sang dans ta bouche, tu t'en peux plus. Donc faut imaginer ce qui se passe. Donc on comprend que les Égyptiens, c'est le moins qu'on puisse dire, ils sont en galère. Et s'il mange une pomme? S'ils mangent une pomme, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai. Razak, la pastèque. Razak, j'ai de la pastèque. Moi j'ai des pistaches. La boukha était transformée en sang à ce moment-là. Pour le truc. Et ça, ils n'ont pas pu supporter. Ça, ils ont dit, prenez tout, partez. Tout sauf la boucha. Tout va à la boukha. Quoi qu'il en soit, non, pour le kidouche, c'est pas possible. Les gens venaient plus à la synagogue. Quoi qu'il en soit, bonne question, je sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'eau pour. Et donc les Juifs, donc les Égyptiens, pardon, ils sont d'une situation extrêmement désagréable, terrible. Donc là, imaginez un petit peu, Israël, il arrive dans notre société, après il change un truc comme ça, il n'y a plus d'eau, c'est horrible, on est tous, voilà. Ouais, tout est transformé en sang, Chazé Shalom. Qu'est-ce que fait normalement un gouvernement normal à ce moment-là? De quoi? Il abdique. Il abdique. S'il n'y a personne pour qui abdiquer, c'est juste c'est comme ça, et ça se trouve, il n'y a personne contre qui abdiquer. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, Demande de l'aide. Tu demandes de l'aide, tu sais, mais de façon beaucoup plus large, c'est de trouver une solution. Pas, pour l'instant, on n'a pas été très. Si je me prends de politique, pensez à voter pour moi. Comme ça, il faut trouver une solution. Oui, je pense qu'il faut trouver une solution. Merci beaucoup. Génie. Il faut trouver une solution. Il a raison. Il faut trouver une solution. Ok, il faut trouver une solution. Et là, qu'est-ce qu'ils font les Égyptiens? Regardez le texte numéro 6. Ve'adaga Asher Bayor, donc Meta. Tous les poissons, ils sont morts. Vaivash Ayor, il faut imaginer que aussi toute l'irrigation provenait du Nil. Que toute la vie tourne autour du Nil et qu'à part ça, le Nil, leur divinité. Velo Yachlou Mitzraim Lishtot Maim Min Hayor, ils ne pouvaient plus boire. Vahi Adam Bechol Eretz Mitzraim, il y a du sang partout. Verasuken Chartume Mitzraim Baltehem. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, regarde, c'est bon, j'ai trouvé encore un petit peu d'eau. Regarde Pharaon, on a trouvé un truc super. Nous aussi, on est capable de changer de l'eau en sang. Ouin, tintin. Il n'y a qu'en Israël qu'il peut y avoir des gens aussi. Comment c'est possible? T'as un problème. Toute l'eau que tu bois est transformée en sang. Tu dis, ouais, on va faire un truc, on va mettre de l'argent, de la R&D, des trucs, les startups, tout ce que vous voulez. Google se met à fond. On a trouvé un moyen de retransformer de l'eau en sang. Excusez-moi, c'était pas ce que je vous ai demandé. C'est vraiment pour les gens qui sont ingénieurs, ça qu'il y a souvent des problèmes de communication entre la demande et ce que font les ingénieurs. Juste une histoire de John von Neumann qui a inventé la théorie des jeux. Une fois, il était à la NASA et il lui montre comment il voulait faire une nouvelle fusée, je sais pas quoi. Ouais. Il a dit mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Lisez mon article de 48 dans lequel j'explique quelle est la bonne approche pour faire une fusée, la mettre en orbite, etc. Vous allez voir, ils lisent effectivement, ils disent c'est vrai qu'on n'est pas bien lu votre article, mais c'est comme ça. Ils changent tout le projet. Ils font la fusée. 5, 4, 3, 2, 1. Boum! Tout explose. C'est pas possible. Truc mignon. Donc ils font revenir John von Neumann dans le truc. Il dit mais je comprends pas. Il dit ah oui, ça j'ai oublié de vous dire, c'est le problème de l'explosion initiale qui a été réglé dans mon article de 52. C'est pas vrai. Il a pas pensé à leur dire qu'il y avait un problème dans le truc. Qu'il y avait un autre article qui disait donc quoi. Là il arrive et dit il faut trouver une solution. Et ils ont dit ah super, on a trouvé une solution géniale. Regardez, on arrive aussi à faire la même chose. C'est quoi l'intérêt? Et le pire, regardez les mots d'après. Et comme il a vu que ces sorciers, ces gens technologiques, ils sont capables. Comme ils ont vu que les techniciens, les ingénieurs sont capables de faire la même chose. Ah, je prends un petit verre d'eau. Ah non, c'est du sang, bon, tant pis. Vous vous rendez compte? De l'eau? Non, c'est de l'eau. Hein. Quoi qu'il en soit. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces fous? C'est quoi ce malade Pharaon? Pharaon, il a son pays qui est rempli de sang, et il leur dit quoi? Allez, venez les copains, on va faire encore plus de sang. C'est à gagner. Prenez le test numéro 7. La plaie suivante. Dame Sfardéa.
Une semaine, c'est les non. C'est les non. Ok? Les Tunisiens, ils ne savent pas comment prononcer ce mot, mais. Ok? Donc quoi? Sfardéa. Alors, qu'est-ce qui se passe, Sfardéa? Il y a des grenouilles partout dans l'Égypte. Ok, alors encore une fois, je vous la refais un petit peu l'histoire, mais on dit ah, ok, ouais, des grenouilles, c'est quoi le problème d'avoir des grenouilles? Et je sais pas si vous avez déjà eu 850 millions de grenouilles chez vous. C'est extrêmement désagréable. Pourquoi? Parce que toute la journée, tu te réveilles le matin et t'entends. Il y a des grosses grenouilles et des petites. Et tu l'enlèves et hop, t'as encore des grenouilles qui arrivent là. Tu ouvres la bouche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui rentre dans ta bouche? Des grenouilles. Tu craches, hop, tu roules la bouche, encore des grenouilles. Tu ouvres les yeux, t'as des grenouilles qui viennent se mettre sur tes yeux, qui sont collés partout. Les gens sont des grenouilles partout sur eux. Ils marchent partout, les gosses engrenouillés de la tête aux pieds. En grenouillère. L'Égypte a été grenouillisée complètement. Vous devez monter un dictionnaire. La grenouillisation de l'Égypte. C'était Donc quoi? Mais des grenouilles partout. Impossible, les gens deviennent fous. Parce que la nuit, tu vas te reposer. Ça fait déjà 18 heures qu'on te croise dans les oreilles. Tu vas enfin te coucher. Tu te couches sur un lit de grenouilles. Et qui est-ce qui tu veux commencer à dormir? Tu ouvres la bouche, qu'est-ce qui sort dans la bouche? Des grenouilles. Et tu entends. J'en peux plus. Tu deviens fou. Ça dort pas la grenouille. Tu deviens fou. Il y en a partout. Tu veux te faire à manger. Qui est-ce qu'il y a dans ton four? Vous avez compris? Des grenouilles. Ça, ils peuvent les manger, mais ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Il y a des grenouilles partout. Et donc là, on dit ah, super. Pharaon, ne vous inquiétez pas, j'ai la situation en main. J'ai fait un programme, nous avons investi 30 millions d'euros, d'ailleurs on va augmenter les taxes. Nous avons la situation complètement en main, laissez la police faire son travail, d'accord? Et là, c'est la rigole sur cette table et pas sur celle-là, c'est une question de génération. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Pour régler le problème de la grenouille égyptienne, Vayet Aaron et Yado al Meme Mitzraim. Aaron lève sa main sur les eaux d'Égypte. Vataral, Tsardea, Vatechas et Teret Mitzraim. Il y a une immense grenouille qui sort, qui va se dédoubler en des millions de petites grenouilles. Qu'est-ce qu'ils font? Vayasuken Achartoumé Baltehem. Super, génial. Nous avons trouvé, nous aussi on est capable de générer des nouvelles grenouilles. Excusez-moi, en quoi ça règle notre problème? Mais on est capable de faire des grenouilles. Mais ça ne nous aide pas, on veut qu'il y ait moins de grenouilles. Oui, mais on est capable de faire la même chose. Oui. Vous savez pas. Et là, non plus, il n'écoute pas, ça endurcit son cœur. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu as gagné? Pourquoi tu t'acharnes à vouloir rajouter des grenouilles? Play suivante. Vasuken, alors c'est quoi la question? L'équinim. L'équinim, c'est quoi? Des poux ou des puces, d'accord? Égal. Alors quoi? C'est comme ça que c'est. Alors, Ah, c'est pas. encore une fois, il faut imaginer. Vous imaginez des petites puces. Vous imaginez quoi une? Vous avez déjà vu un cafard? Ils ont vu une fois un cafard en Israël, ils faites attention, je crois qu'il y en a un ou deux. Un cafard. Imaginez des cafards. Ils sont des cafards qui piquent. D'accord? Et là, tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu vois sur ton bras? Ah, tout bébé cafard. Non. Tu vois 250 cafards qui sont en train de te rentrer sous tes vêtements. Et là, tu te réveilles le matin, tu fais ah! Et on a dit, vous vous souvenez ce qui s'est passé avec les grenouilles? Ah, des cafards qui rentrent dans la bouche, dans les yeux, dans les oreilles, dans les trucs, etc. Tu veux te mettre, t'as un lit de cafard, tu vois le lit qui bouge comme ça. Tu peux faire la moonwalk, non? Ok? Avec des cafards, et ils te piquent! T'en peux plus, tu hurles, il y a des cafards qui rentrent, qui te piquent dedans, tu peux plus, t'as des boutons, t'es complètement déformé. T'es devenu un grand cafard géant. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font les Égyptiens? Ne vous inquiétez pas, nous avons la situation sous contrôle. J'ai mis les ingénieurs égyptiens sur le coup. Ne vous inquiétez pas. Et là, ils sont venus pour essayer en faire de rajouter. Venez, on va rajouter du cafard, ça va être pas mal. Vélo yachelo. Ils n'ont pas réussi. Pharaon dit,
je suis bien embêté quand même, on n'a pas été capable de refaire des choses. Vatei akinim ba'adam u'atema, il y a de la vermine partout. Vayamru achartumim el paro, etzba Elohimihi. C'est la main d'Hachem, le doigt d'Hachem. Vechazek lev paro velo shama alehem. Et là non plus, Pharaon, ils les écoute pas. Mais là, ils ont un gros problème, on n'arrive pas à le faire. Et là, qu'est-ce qu'ils lui disent? C'est Dieu qui a fait ça. C'est-à-dire qu'avant, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire avec toute cette histoire de vouloir faire la même chose? C'était quoi leur but? De dire, c'est pas Dieu. Comment est-ce que Pharaon, il arrive à s'en sortir? Quand il est là, il dit, mais je dois être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Mais si je reconnais qu'il y a un Dieu, alors je peux pas faire certaines choses. D'accord? S'il y a un Dieu, je peux pas avoir tous les comportements qu'il y a. Si je crois en la Torah, je dois faire ce que je veux. Ah ouais, mais elle est mignonne et tout, cette petite Marie, elle est mignonne. Ok? Et si je crois en la Torah, c'est pas possible. Ça colle pas. Ça colle pas. Alors comment je fais? Je dis non, mais en fait, dans un cas comme ça, la Torah, elle voudrait que, je sais pas, je m'invente des trucs. Comment est-ce qu'il va faire Pharaon pour arriver à dire Lo-Yati et Hachem, je sais pas c'est qui Hachem? Ils vont pas juste dire, en fait, tout le bien que j'ai reçu d'Hachem, c'est pour lui, je dois pas être reconnaissant. Il va dire, mais c'est pas Hachem. Il y a pas Dieu, il veut tout rejeter. Il y a des plaies, Hachem lui dit, Pharaon, c'est pas moi qui te fais vivre. Pharaon, comment tu fais pour boire? Bah, je bois l'eau du Nil. C'est moi qui fais l'eau du Nil. Ouais, je vais te prouver, change l'eau du Nil en sang. T'as besoin de moi? Non, j'ai pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, je suis capable de le faire. Ça prouve rien. Je suis pas de preuve. Ok. Les grenouilles. Mais j'ai pas de preuve, on est capable. Qu'est-ce qu'ils veulent arriver à faire? Ils te disent, si je maîtrise, si j'arrive à expliquer, faut imaginer, regardez. Le mec, comme ça, tu te bagarres avec un mec qui fait 3 fois ta taille, et il te met des coups. Et genre là, t'es comme ça, tu dis, ouais, mais c'est bon, j'ai compris comment tu me frappes. Ok? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont complètement massacrés, les Égyptiens. Ils sont prêts à s'encaisser encore des coups, mais qu'est-ce qui les dérange? Que quand ils se prennent des coups, ils sont obligés, à un moment, d'accepter qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe là. C'est pas possible. Moi, il dit, moi je crois pas en Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et là, d'un coup, la plage Gordon, elle s'ouvre en deux, il y a des arbres, etc. Et les Juifs, ils passent au milieu. Ah ouais, mais tu comprends. Ça devient compliqué. Lui, il dit, je veux pas, il n'y a pas de Dieu. Et Dieu vient, le change toute l'eau du Nil en sang. Et même, quand un Juif et un Égyptien, ils nous disent, bah, on va boire avec les Juifs, parce que les Juifs, ils avaient de l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent dans la même cruche. Pour le Juif, c'est de l'eau, et pour l'Égyptien, c'est du sang. C'est un peu difficile à faire. C'est un peu difficile à expliquer qu'il n'y a pas un Dieu là-dedans. Alors que Moshe, il a dit, c'est ça qui va se passer demain. Il y a quelque chose chez ces gens-là. On doit avoir une remise en question. Mais ils ne veulent pas se remettre en question. Alors qu'est-ce qu'ils font? Non! On contrôle, c'est possible, la technologie pourrait expliquer ça. Le monde a pu se créer tout seul, les amis. Vous savez quelle est la probabilité scientifique, hein? Les scientifiques qui parlent de la création du monde, quelle est la probabilité que le monde se soit créé de façon aléatoire? Vous ne pourriez même pas dire le nombre de zéros si on passait toute la soirée. Vous ne pourriez pas. La probabilité, quelle est la probabilité d'après vous, que si je jette un pot d'encre en l'air, il tombe sur une feuille et il m'écrive Moby Dick en verlan, en allemand, avec en plus des petits dessins autour jolis, etc. Et que, en plus, quand ça tombe l'encre, il me fasse, vous savez, le code barre pile exactement avec le prix de Moby Dick. La probabilité, elle est beaucoup plus grande que la création de l'univers donnée par les scientifiques qui parlent de cette création de façon aléatoire, que la façon aléatoire de l'univers. Pourquoi? Parce que la complexité d'une molécule, elle est infiniment plus grande que Moby Dick. Moi non plus, je ne sais pas c'est qui Moby Dick, mais c'est un livre connu, long, donc c'est vrai que je prends cet exemple. Mais Harry Potter, excusez-moi pour aller... Pour la tête d'à côté. J'avais dit oui au cirque si vous voulez, mais quoi qu'il en soit,
Alors, mais c'est pas grave, c'est possible. Regarde, on arrive à faire la même chose. C'est quand même un peu gros quand même, tu te rends compte tout le temps. Ah, mais c'est possible, il y a juste plus. Ok, c'est possible. Comme que c'est cette histoire quand ils ont fait les trains, ou le transsibérien. Donc ils allaient dans des villages en Sibérie où ils n'avaient jamais vu une machine à un moteur. Ils ne savaient pas du coup c'était quoi un train. Mais quand même ils devaient construire des rails. Donc ils arrivent dans la ville et ils disaient on va vous payer pour construire des rails. Il dit c'est quoi des rails? Il dit des rails c'est pour faire passer un train. C'est quoi un train? Un train c'est comme une calèche. Il n'y a pas de chevaux devant pour tirer la calèche. Mais c'est pas de chevaux, comment est-ce qu'elle avance? On va pas la pousser votre calèche, hein? Non, personne la pousse, elle avance toute seule. Vous êtes complètement malade, monsieur. Ouais, bon, il dit que de toute façon ils payent. Tant pis pour eux, on va leur faire leur train, leur rail, tout ce qu'ils veulent. Et tant pis pour eux, ils vont bien voir que leur truc ne marche pas, mais au moins nous on aura notre salaire. Ils construisent les rails. Et effectivement, il y a le premier train qui passe. Et il s'arrête dans la gare de la ville. Et ils deviennent complètement fous. Donc ils envoient les ingénieurs de la ville pour vérifier c'est quoi ce train sans chevaux. Ils arrivent, ils cherchent, ils ouvrent, ils regardent, etc. Ils reviennent au bout de quelques jours, ils disent au maire de la ville, ils disent c'est bon. On a trouvé 99% du problème, on a réussi à l'expliquer. Ah oui, bah expliquez-nous. Regardez, je vous explique. Le dernier wagon, il est tiré par l'avant-dernier wagon. Et l'avant-dernier wagon, il est tiré par celui qui est devant. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'au... On a juste le premier wagon qu'on pourra comment il avance. Ok, bon, on a des explications. Même chose, on arrive à faire du sang, on arrive à faire des grenouilles. Et à un moment, ils arrivent et disent, on n'est pas capable d'expliquer ça. On n'est pas capable d'expliquer ça. Et là, les aides de Pharaon, ils lâchent prise. C'est Dieu, on n'est pas capable. Mais Pharaon quoi? Il en dit son cœur, il dit, non, là encore, je veux pas croire. Je veux pas reconnaître. Mais tu n'as pas d'éléments pour... Je ne veux pas, il va trouver, puisant en lui encore des forces pour refuser la médecine de la réalité. Il faut comprendre un peu c'est qui ce pharaon. Ce pharaon, il y a le texte juste après là, le texte numéro 10, juste après, de la Torah, Vayomer Adonai el Moshe. Dieu dit à Moshe, Ashkem baboker ve'itiatsev lifne Pharaon. Lève-toi le matin et tiens-toi devant Pharaon. Ine yotze amaima. Regarde, il sort vers l'eau du Nil. Ve'amarta elam, et tu vas lui dire, Ki amar Hashem shalach ami ve'avduni. Comme ça a dit Dieu, laisse mon peuple s'en aller, rends-lui la liberté. Je ne sais plus la strophe d'après dans la chanson. Vous connaissez. D'accord? Nous dit Rashi, c'est quoi? Pourquoi tu dois te lever le matin? Pourquoi quand il va à l'eau? Nous dit Rashi, c'est quoi? Ine yotze amaima. Il va vers l'eau. L'année kevav, il va au petit coin. Parce que là-bas, il n'y avait pas de petit coin. D'accord? Il y a le Nil. Et il va faire ses besoins dans le Nil. Lève-toi tôt le matin, comme ça il va. Pourquoi le matin? Chez Aya Ose Atzmo Eloa. Que Pharaon disait qu'il était un dieu. Ve Omer, chez Enot Sarinir Lenekava. Il dit, je suis un dieu. Vous avez déjà vu un dieu aller aux toilettes? Les dieux, ils vont pas aux toilettes. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait très tôt le matin, quand personne n'était réveillé, il devait bien faire ses besoins. Comment il faisait? Il se levait très tôt le matin, il allait au Nil, il faisait ses besoins, et comme ça, personne ne savait que ce n'était pas un dieu. Il disait, je suis un dieu, donc il se cachait. Ok, on peut comprendre. Sauf qu'il y a un texte que j'ai passé 1 heure à chercher aujourd'hui, mais je l'ai trouvé, qui est un texte du Yalkut Shimoni, qui dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que c'était très important? Qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu veux absolument que tu l'attrapes le matin quand il va aux toilettes? Parce qu'il dit qu'il est un dieu, et alors qu'est-ce que tu as gagné? Voilà le parti que j'ai souligné. Amar Akash Baruch Hu le Moshe. Dieu dit à Moshe, Bishvil she'asa atzmo Eloha, odi'u she'u basar vadam. Comme il dit qu'il est un dieu, montre-lui qu'il est un être de chair et de sang. Amarlo, Anachli, she'aset zorki. Il arrive, il est sorti le matin, Pharaon, et Moshe il arrive, il le prend comme ça par le col. Et là, Pharaon, il a très très envie d'aller au Nil, d'aller au petit Nil. D'accord? Et il lui dit, mais je dois aller au petit Nil. Il a dit, d'abord laisse-moi aller au petit Nil, après on va discuter. Amar Moshe, Yesh Eloah she'oset zorko. Tu connais un dieu qui a besoin d'aller au petit Nil? Les fichar Amar le Akash Baruch Hu Ashkem Boker, c'est ça que Dieu lui dit de se lever tôt le matin. Nous dit ce texte, pourquoi est-ce que
Dieu dit à Moshe de se lever tôt le matin pour attraper au moment où il va aller aux toilettes. Chose incroyable, écoutez bien quand même. Pour prouver à Pharaon, à lui-même, qu'il n'est pas un dieu. Mais écoutez, pourquoi est-ce qu'il devait y aller très tôt le matin? On fait un peu de Gemara, c'est 2 minutes, il faut se concentrer. Pourquoi est-ce que Pharaon se levait tôt le matin pour aller faire ses besoins? Pas être vu. Pourquoi? Pour ne pas être vu. Pour pas être vu. Pourquoi il voulait pas être vu? Pour qu'on croit que c'est un dieu. Parce qu'il a bien compris qu'un dieu ne fait pas ses besoins. Mais donc, s'il a bien compris qu'un dieu ne fait pas ses besoins, et il a bien compris qu'un dieu ne fait pas ses besoins, parce que s'il n'avait pas compris ça, il ne se lèverait pas le matin. Donc lui-même sait très bien que il n'est pas un dieu. Et pourtant, Dieu, le vrai Dieu, dit à Moshe, tu vas attraper le matin pour lui prouver qu'il n'est pas un dieu. Tu dis, regarde que tu n'es pas un dieu. Pourquoi? Parce que Pharaon, comme il veut être un dieu, il a réussi à se convaincre lui-même d'un équilibre complètement tordu qu'il est un dieu. Mais ça n'a pas de sens. Parce que toi-même, tu fais des choses pour cacher aux autres que tu n'es pas. Mais c'est pas dans sa tête, ça marche. Pourquoi? Parce que ça l'arrange. Ça l'arrange d'être un dieu. Parce que si je suis un dieu, je peux ceci, je peux cela, etc. Et donc, il invente une nouvelle réalité qui s'appelle, en fait, je suis vraiment un dieu. Mais comment c'est possible que tu es un dieu? Parce que tu comprends, il ne sait pas comment expliquer, mais ça marche. Coup de baguette magique, ça marche. Coup de baguette magique, ça marche. Bonhomme, marié, famille nombreuse, bon père de famille, il rencontre une petite jeunette. Et il a bien envie d'aller avec la petite jeunette. Mais ça se fait pas. Ah, mais comment je peux être pas un sale type en lâchant ma famille? Coup de baguette magique, ouais, non, mais en fait, ça va. Puis en fait, je suis un mec génial. Comme Al Capone et un mec bien, bah, coup de baguette magique, en fait, ça va. Pharaon, ce qui définit Pharaon, c'est quoi? C'est que quand il a un désir, il va réinventer toute la réalité pour correspondre, pour faire marcher qu'en fait, son désir est complètement justifié, complètement bien, et que lui, c'est un type génial d'aller assouvir ses buts. Il a envie, donc c'est comme ça. Donc c'est la réalité. J'ai envie de voler, et donc c'est une mitzvah de voler, je suis un tzaddik. Regarde comme je vole. Mais je vole pas, il est tellement riche, en plus c'est un sale type. Et je vais beaucoup mieux l'utiliser que lui son argent, je suis un tzaddik. Je leur ai envoyé un bouquet de fleurs, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Tu sais combien ça coûte des roses? 70 €. En plus, je crois dans l'histoire, je crois qu'il a mis une carte, parce qu'en fait, tout le truc, il appelle, toute cette arnaque, il dit je suis le président, vous devez me faire un virement. D'accord? C'est l'arnaque. Il a envoyé des roses, il a pas un truc avec Avec une carte de crédit et un compte de paiement. Ah, avec une carte. En tout cas, quoi qu'il en soit, il a mis la carte du président. Quoi qu'il en soit, donc, tu vas t'inventer une réalité dans laquelle en fait t'es un sadique. Dans laquelle t'es génial. Tout ce que je fais, c'est génial. Comment il faut être? J'ai bien réfléchi, les amis, et je pense, après les études scientifiques que j'ai menées, qu'en fait, il faut être exactement comme moi. Non, je vous assure, ça a été scientifiquement prouvé par nous-mêmes qu'il faut être exactement comme moi. D'ailleurs, si tu veux bien juste un petit peu grandir et tout, parce que t'es pas exactement comme moi, ça tire mieux. Saudan, en fait. Mazel Tov. Quoi qu'il en soit, comment c'est possible? C'est ça, c'est Pharaon. Pharaon, quand il veut quelque chose, il va redéfinir toute la réalité, coup de baguette magique, et en fait, c'est ça. Comment c'est possible? C'est pas possible. C'est pas logique, mais pour moi, ça fait du sens. Vous avez déjà eu un... Je sais pas si c'est déjà arrivé, je prends tout cet exemple, mais c'est pas que j'ai quelque chose contre les Tunisiens. Mais c'est le bon monsieur tunisien, etc., qui a bien resté dans les affaires, et qui te dit, tu sais mon fils, moi vraiment, je vois que tu es religieux. Moi, je suis pas très pratiquant, mais je suis très croyant. Vous connaissez comme ça? Vous avez déjà vu? Je suis très croyant, mon fils. Moi, je vois vraiment... Moi, je connais très bien la Torah, etc. Je fais beaucoup de dons. Je connais très bien, etc. Vraiment, je te dis une chose. Dans la vie, toute la parnassa, tout l'argent, c'est Dieu qui donne. C'est incroyable, vraiment. Mais c'est extraordinaire que vous me disiez ça, après tout le business que vous avez fait, que vous comprenez que c'est Dieu qui vous donne tout. En plus, ça ne doit pas dû être facile pour vous
de fermer à Shabbat votre magasin, etc. Comment ça, à Shabbat, fermer le magasin? Mais tu es fou, quoi. C'est le plus gros jour de la semaine. Et je crois que vous venez de me dire que c'est Dieu qui donne toute la parnassa et que c'est Dieu qui donne tout l'argent. Comment c'est possible? Ah non, mais tu comprends, parce que quand même, un truc, je peux pas fermer le Shabbat. Je comprends pas. Le même monsieur me dit à l'instant que c'est Dieu qui donne tout l'argent. Et en même temps, que pour avoir de l'argent, je dois travailler Shabbat. Alors, je comprends pas. Soit dis deux choses. Soit dis, écoute, je ne pense pas que c'est Dieu qui me donne mon argent. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Je suis pas venu pour te juger. T'es pas un truc. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu ne penses pas que c'est ça, donc forcément tu veux travailler à Shabbat, parce que c'est comme ça que tu gagnes ta parnassa. Puis ta vie. Mais comment tu peux dire dans la même phrase, c'est Dieu qui donne tout l'argent, et pour avoir de l'argent, je dois travailler Shabbat? Comment ça marche? Comment ça marche dans ta tête? Comment ça marche? Coup de baguette magique. Je sais pas, mais ça marche. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, de son éducation, de sa communauté, de comment il a grandi, de ses amis, il veut pas dire, moi j'y crois pas à ces bêtises. J'y crois pas. Moi je crois pas en Dieu, je crois pas à ça. Il veut pas. Mais d'un autre côté, il veut ouvrir un Shabbat parce qu'il se dit c'est comme ça qu'il va gagner son argent. Donc comment il fait? Parce qu'il il faut faire un choix. Soit il ferme un Shabbat, mais ça l'embête. Soit il dit il n'y a pas de Dieu, mais ça l'embête aussi. Alors qu'est-ce qu'il fait? En fait, ça va. On ne sait pas comment ça va, on ne sait pas. Mais ça va. Je continue à dire je crois en Dieu, je continue d'ouvrir un Shabbat, et les deux vont ensemble. Comment? Coup de baguette magique. Et c'est ce que va faire Pharaon. Pharaon, quand il veut quelque chose, il ne veut pas accepter qu'il n'a pas de valeur. Il ne veut pas accepter qu'il est un tyran. Donc il est un dieu. Un dieu, c'est pas un tyran. Un dieu, il a bien le droit d'être un dieu sur ses sujets. D'accord? Donc je suis un dieu. Mais ça colle pas, c'est pas grave, ça colle. Je garde mes valeurs, je fais ce que je veux, je fais marcher les deux ensemble, coup de baguette magique. Ça c'est Pharaon. Et regardez jusqu'à où ça va. Il faut comprendre une chose, que plus Pharaon il avance, plus ça devient difficile pour lui maintenant d'accepter qu'il va aller, ok, je laisse partir le peuple juif. Pharaon il est en train de se faire défoncer. Son pays est ravagé. Il est ravagé l'Égypte. Vous imaginez un petit peu, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de champs, tout le monde est en train de mourir, il y a des maladies, etc. Il y a des centaines de milliers de morts. Et Pharaon, il ne veut pas laisser partir le peuple juif. Pourquoi tu laisses-les partir? D'autant plus que les juifs n'étaient même plus esclaves à ce moment-là. Ils n'étaient plus esclaves. Donc il n'a rien à gagner à garder les juifs. Pourquoi est-ce qu'il s'entête? Laisse-les partir et c'est fini. Pourquoi est-ce qu'il s'entête? Vous savez? Par fierté. Parce que la première fois, non mais c'est ça, mais on va l'expliquer. La première, écoutez bien, ça c'est très très important. La première fois qu'il est face à un choix, vient Moshe lui dit écoute, tu sais quoi, tu laisses partir mon peuple ou je te casse la figure. D'accord? Ou je t'envoie le sang. Il dit non, moi je n'écoute pas, je ne vais pas partir le peuple. Et là qu'est-ce qu'il fait? Blanc. La plaie du sang. Bon. D'accord, c'est pas un super genre. Mais deuxième fois que ça arrive, il dit maintenant, tu laisses partir le peuple, sinon je t'envoie les grenouilles. Pharaon, il a un problème. Il dit la chose suivante. Si maintenant je laisse partir le peuple, qu'est-ce qu'on va me dire? Ou qu'est-ce que moi je vais me dire? Qu'est-ce que j'étais bête de ne pas laisser passer la première fois, je ne me serais pas pris la première plaie dans la figure. Il y a des gens qui ont déjà joué au poker ici? Ça vous arrive le soir? Donc le poker, tu payes pour voir les cartes. D'accord? Une fois tu arrives, tu vas mettre de l'argent pour retourner une carte. Et tu vois qu'en fait, c'était bête. Mais quand vient la deuxième carte, tu dis, mais c'est trop dommage parce que si maintenant je remets pas d'argent, j'aurais mieux fait quoi? De pas payer la première fois. Donc comme j'ai déjà été un idiot une fois, je vais être un idiot une deuxième fois pour pas accepter que j'étais un idiot une première fois. Donc plus t'es un idiot, plus t'as intérêt à être idiot parce que ton casier judiciaire d'idiotie, il est immense et que si t'acceptes une fois que t'es idiot, ça veut toc 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 toc, je suis obligé d'ouvrir tout le dossier et de voir l'immensité de mon erreur. Ouais. Imaginons, vous faites un mauvais choix dans vos études. D'accord? Au bout de 6 mois, tu comprends que c'était pas ça, t'as perdu 6 mois. Ok? Mais si tu dis, attends, mais je comprends pas, j'ai déjà commencé, etc. C'est bête de perdre 6 mois, donc tu laisses traîner.
Ça fait 1 an que tu fais ça. Là, c'est déjà plus dur, parce que si maintenant je reconnais que c'est pas ça ma voie, je dois faire d'autres études, j'étais bête, j'aurais dû arrêter plus tôt. Donc, je sais pas, je continue. Mais moi, ça fait 2 ans. Et plus tu te laisses aller, plus, si maintenant tu changes de voie, c'est que tu reconnais que tu as été un idiot depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Plus ça passe, plus c'est lourd pour toi d'accepter que tu te trompes. Parce que d'accepter que tu te trompes, c'est d'accepter que tu te trompes. Tu t'es déjà trompé 10 000 fois plus tôt. Ce que nous dit la Gemara, texte numéro 11, Damar Avruna. Vous savez, parfois, quand on voit des gens qui font des bêtises, on dit, mais qui leur a permis ça? On leur dit, c'est Ravuna. C'est ce Ravuna là. Qu'est-ce qu'il dit? Kevan Shavar Adam Avera Veshanaba Utralo. Il dit Ravuna, quelque chose de bizarre. Il dit, quand une personne elle a fait une faute et il l'a refaite, alors c'est permis. Ah ouais, c'est super, génial. On peut faire plein de trucs. Donc moi, je fais quoi? Salka de Ata, Utralo, Salka de Ata, vraiment, c'est permis. Et là, Emma, non. Naaset lo keheter. Ça lui semble permis. Pourquoi? Et ça, je vous dis un truc, écoutez bien, parce que ça, c'est très important. C'est très important parce que c'est un chose dans toute votre vie. Il faut savoir qu'il y a ce principe psychologique qui est extrêmement présent chez toutes les personnes. Imaginons qu'une fois, j'ai craqué. J'ai craqué. A, B, C, D, j'ai pris l'argent, j'ai volé. D'accord? J'ai volé. On va prendre un exemple un peu plus truc. Dans le couple, j'ai insulté ma femme. Ok? C'est mal d'insulter la femme. D'accord? Il ne faut pas. J'ai insulté ma femme. Maintenant quoi? Je suis devant un choix. Parce que si à partir de maintenant, je fais extrêmement attention de comment je parle à ma femme, en fait, qu'est-ce que je suis en train d'admettre? Que j'étais un idiot de insulter ma femme. Ouais? Si ben d'un coup tu deviens très gentil, non, mais tu lui ramènes un cadeau. Si tu lui ramènes un cadeau, c'est que tu avoues que tu as fait une erreur. Mais tu veux pas avouer que tu as fait une erreur. Donc comment tu peux arriver à prouver qu'en fait c'était pas une erreur la première fois? Oh là, insultant! Cette bouffonne! L'autre femme. De l'autre monsieur. Ok? De quoi? C'est qu'en fait, plus tu as fait une faute, plus tu vas même, t'as même plus. La première fois tu l'as faite parce que tu as craqué. La deuxième fois tu l'as fait pas parce que tu as craqué. Tu l'as fait parce que, comme ça, parce que tu veux la refaire pour prouver que la première fois, en fait, t'es un mec génial. Et donc plus tu le fais, plus tu vas tendance à le faire. Et ça devient héréditaire. Parce que si tu t'arrêtes, ça veut dire qu'en fait t'es un idiot. Ça tu veux pas accepter. Et regardez jusqu'à où ça va. Allez, il reste plus que 2h30 de cours. Texte numéro 12. Allez. La plaie de Barad. Barad en français, la grêle. La grêle, c'était quoi? Des boules de feu. Vient Moshe et dit à Pharaon, fais attention Pharaon, demain, j'envoie les boules de feu sur toute l'Égypte. Et sache une chose, toute personne qui va être dehors, tout bétail qui va être dehors, défoncé. Ouais? Je vous pose une question. Imaginez un peu, vous croyez en rien, on n'est pas des gens, on a l'esprit droit, on n'est pas des gens... Il y a un bonhomme, il vient et vous dit ouais, il y a Dieu, il m'a parlé, il faut faire ça. Je dis, va te faire pas. Il dit ouais, mais tu sais quoi, je vais te prouver. Demain, il va y avoir l'eau qui va se transformer en sang à telle heure, exactement comme ça. Et ça se passe exactement comme il dit. Je dis, ouais, bon, il a un, je sais pas quoi, il est un biologiste, il savait qu'à ce moment-là, il y avait le truc. Après, il dit il va se passer ça, exactement des grenouilles, elles vont être dans tout le pays. Exactement comme il dit. Troisième fois, truc exactement comme il dit. Quatrième fois, exactement comme il dit. Cinquième fois, exactement comme il dit. Moi, il te refait le coup. Il dit attention, demain, il va y avoir des boules de feu. Si tu restes dehors, tu meurs. Alors, t'es pas obligé de croire que ce bonhomme-là, c'est un gourou, il a Dieu avec lui, je sais pas. Ok, on oublie. Mais clairement, statistiquement, ce bonhomme-là, fais attention à ce qu'il dit. C'est quand même 5 fois de suite qui te dit exactement les choses comment elles vont se passer. Et là, il te dit, ne sors pas. Qu'est-ce que tu fais? Ne sors pas. Qu'est-ce qu'ils font les Égyptiens? Ils sortent. Vacher losam libo el devar Hashem va'azev et avadav et mikneu basade. Il va laisser ses serviteurs et tout son argent et tout ce qu'il a dans le champ. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te passe dans la tête des Égyptiens? Yachmar d'Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que si maintenant ils y vont pas, qu'est-ce qu'ils admettent?
que ce bonhomme-là, il a raison. Il y a quelque chose de vrai. Et donc quoi? On était des idiots de ne pas laisser passer plus tôt. Et donc quoi? On est prêt à mourir pour pas accepter de dire qu'on s'est gouré dans notre vie. Vous savez le poker? C'est la dernière carte. Tu vois que ta main, ça n'a rien donné. T'as perdu. Tu sais très bien que t'as perdu. Qu'est-ce que tu fais? Je paye. Je paye. Vous savez, les gens au poker, comme ça, ils se retrouvent. C'était incroyable. Moi, j'ai des gens qui se retrouvaient, ils discutaient. Ouais, moi, j'ai perdu 1000 et moi, j'ai perdu 10 000. Les gens, ils étaient fiers de dire combien ils ont perdu. Regarde, comme je suis un gros joueur, je suis un professionnel. Je perds pas des sommes de pauvres. Je perds des sommes de riches. Incroyable. Tu vas jusqu'au bout. Dernière des plaies. Dernier moment, comment est-ce qu'ils vont tous mourir? C'est quoi la fin de l'Égypte? Pour voir jusqu'à où ça va les emmener. Ils vont se tuer eux-mêmes. Quand ça? Non, à la fin, la mer. Je pose une question. Il y a des bonhommes, 10 fois de suite, il vous dit truc, il t'a massacré ton pays. Il te dit partez, partez, tout le monde est mort, il y a du sang partout, tout massacré. Vous les suivez. Vous arrivez devant la mer, tu dis ah enfin on va se venger. Et là, tadam, les trompettes, les trucs, les anges. Ok, là, la mer s'ouvre en 12. C'est pavé par terre, c'est carrelé. Il y a l'air conditionné. Il y a les retransmissions de la finale de la Coupe du Monde, comme ça sur les côtés, sympathique. Il y a Michael Jackson qui leur met l'ambiance. Et ils rentrent dans la mer. Et là, tu te dis, surtout qu'à chaque fois, tu as bien vu le truc que toi, tu t'en prends plein la figure et que ça va bien. Là, tu dis, allez, on y va. Excusez-moi, monsieur, je ne vais pas rentrer au milieu de la mer. Même déjà sans ça. Si la mer, t'es à Gordon. Quand Gordon elle s'ouvre en deux, tu vas peut-être pas rentrer dans l'eau non plus. Mais là, en plus, dans le truc. Regarde, tu rentres. Pas grave, t'es un malade, tu rentres. Tu mets le pied, la dalle, elle se transforme en boue. Tu mets l'autre pied en boue. L'arbre, il devient un truc. Michael Jackson, il devient Lara Fabian. Horrible. Horrible. Qu'est-ce que tu fais? Je continue, j'ai fait. Et bon, pourquoi? Pourquoi ils s'arrêtent pas? Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont pas? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ils ont rien à gagner, ils sont déjà en train de partir. Pourquoi? Parce que si maintenant je recule, c'est que j'admets que je me suis trompé. Et Pharaon, il admet pas qu'il s'est trompé. Ce qu'il veut, c'est la réalité. Je ne veux pas m'être trompé, alors j'ai raison. Ma femme est mon meilleur public. Quoi qu'il en soit, vous voyez ça? Et ça, c'est toutes les preuves des plaies. Petit à petit, Hachem lui dit, mais tu vas te réveiller. Rends-toi compte, accepte que la réalité, elle est ce qu'elle est. Et lui, il ne veut pas accepter la réalité. Alors, on a bientôt fini. Mais c'est le moment où on parle un petit peu de nous, très rapidement. Mais c'est ça l'essentiel. C'est rapide, mais c'était qu'une longue introduction au cours qui commence maintenant. Les gens qui savent, j'en suis complètement capable. Mais écoutez, voilà. C'est les 5 minutes qu'il faut retenir du cours. C'est la chose suivante. Regardons. En fait, c'est quoi? Quand je suis face à un choix comme ça, comment je m'arrange entre mes valeurs et mes actions? Ok? Je veux ça, mais mes valeurs, c'est ça. Alors, j'ai pas 30 choix. Soit je change mes actions pour aller sur mes valeurs, et je suis quelqu'un de cohérent, et je suis quelqu'un d'épanoui. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit très souvent dans ce cours, qu'une personne épanouie, une personne heureuse, c'est une personne qui exprime, qui agit selon ses choix, qui est dans l'expression de qui il est, de ses choix, de ses valeurs. Quelqu'un qui il peut arriver à 50 ans en disant « j'ai fait des choix dans la vie », il va être heureux. Il va être heureux, il va être épanoui. Soit je fais ça. Mais moi, c'est dur parce que sur le court terme, ouais, mais si j'avais fait ça, j'aurais pu prendre l'argent, j'aurais pu prendre ceci, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Je me serais évité une galère. D'accord? Donc, soit je change et j'accepte de. Ok, parfois c'est un peu désagréable de devoir tenir selon ses principes, mais j'y vais quand même. Soit je change mes principes, mais alors j'accepte que je suis un voyou, un mec un pauvre type, pas possible. Soit je fais baguette magique. Baguette magique, je n'accepte pas la réalité telle qu'elle est, et je m'invente qu'en fait ça va. Il faut que tu prennes conscience jusqu'à où ça t'emmène d'aller. Tu vis dans un jeu vidéo. Tu vis dans. Je sais même plus c'est quoi les jeux qu'il y a aujourd'hui, quoi? C'est quoi les jeux? Il y a des jeux. Avatar. Tu es un avatar.
Monopoly? Non, c'est pas Monopoly. Tu vis dans Monopoly? Non. Tu vis dans Avatar. Tu vis pas. Tu t'inventes un monde. Mais tu vis pas dans la réalité. Et sache une chose, que tu commences comme ça, chaque jour qui passe, tu vas te rajouter une autre brique à ta vie imaginaire. Tu as un grand mytho de la vie. Et quand tu as un grand mytho de la vie, tu ne vis pas. Tu vis pas. Tu vis pas parce que c'est faux tout ce que tu vis. Tu t'inventes des choses. Tu t'inventes une vision de toi-même. Tu t'inventes une façon que les gens ils te regardent. Tu t'inventes des relations. Moi ça va très bien dans mon couple, avec ma famille, mes parents, mes trucs, mes copains, ça va génial. Mais ça va pas. Oui, mais si ça va pas, alors je suis obligé de me poser et d'en discuter, c'est lourd. T'as un baguette magique, en fait c'est génial. Mais non, ça va pas. Mais si tu fais une coup de baguette magique, ça va jamais aller. Dans ta tête ça va aller, mais concrètement ça va jamais aller. Imaginez quelqu'un qui a une maladie, Chas Shalom, et on lui dit il a un cancer. Et on dit, vous savez, monsieur, pour les cancers, il faut faire de la chimio. Chimio, c'est extrêmement désagréable. Mais si, dit Magagique, en fait, non, regarde, je me sens bien, je suis en forme. En fait, j'invente une réalité dans laquelle je suis malade, la réalité, elle va le rattraper. Mais c'est ça dans tous les jours de la vie. Soit j'accepte et je mets les choses clairement. Je mets les choses clairement. Ça ne veut pas dire que je vais toujours pouvoir être à la hauteur de mes exigences. Mais au moins, je reconnais que là, je n'ai pas été à 100%. Je reconnais la réalité. Je vis pas dans un rêve, je vis dans la réalité. Je me suis laissé avoir, j'ai mal parlé, je me suis mal comporté, je pense qu'il faut faire ceci et j'ai fait quelque chose d'autre. D'accord? J'ai accepté, je me suis trompé. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper. Ça arrive à tout le monde de ne pas être à 100%. Mais je reconnais la réalité. Je suis pas dans le déni de la réalité. C'est terrible. Quand tu es dans le déni de la réalité, c'est pas une vie. Et je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple qui malheureusement, ne va pas me toucher, mais qui est une chose. Les mariages mixtes. Les mariages mixtes. Qu'est-ce qu'on fait? Ils prennent la jeune fille, hop, coup de bague magique, en fait elle est juive. On fait une fausse conversion qui ne vaut rien. Mais même lui il sait qu'elle vaut rien sa conversion. Même lui il sait, elle sait, tout le monde sait. Mais comme ça me dérange de dire qu'en fait j'en ai rien à faire, alors je viens, non, en fait, c'est bien. Mais quand tu fais ça, tu vis dans un rêve. Ton couple, il est basé sur du rêve, il est basé sur du faux. Ta vie, tu construis ta vie sur du faux. T'es un mytho. Ta vie, c'est du mytho. Et ça, c'est pas une vie. Et ça, c'est prendre conscience que comment une personne, elle est épanouie, elle est heureuse, elle réussit dans la vie. Écoutez bien ça, regardez, c'est la dernière phrase, et il faut la garder. Comment est-ce qu'on réussit dans la vie? De vivre la vraie vie. D'accepter la réalité des choses. Là, c'est dur. Là, je me suis planté. Là, c'était ça. Là, c'était pas ça. Là, je suis pas très bon dans ça. Non, d'accepter la réalité. C'est vrai. Je suis pas le meilleur en classe. Mais pas s'inventer, non, en fait, je suis le meilleur, mais les profs, ils me comprennent pas. Etc. Non, les profs, ils te comprennent très bien. C'est juste. C'est pas grave. Je suis juste nul, quoi. Ok? T'es pas doué, t'es pas doué. T'es pas doué en maths, c'est pas grave. Tu peux faire de la peinture. Faut rigoler. Très bien. Tu peux faire autre chose. Mais accepte. Parce que si tu n'acceptes pas, tu vas te forcer toute ta vie à bosser dans un truc dans lequel tu es nul. Donc tu vas être un nul. Alors que si tu acceptes, tu vas pouvoir faire de la peinture, tu vas être un génie, tu vas être un grand peintre extrêmement reconnu, tu vas être épanoui, tu vas être riche, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais pour ça, il faut d'abord que tu acceptes. Si tu n'acceptes pas, tu vas vivre que dans des rêves et tu vas complètement passer à côté de ta vie. Bien Hachem, que ça donne une petite force. Parfois, pour prendre les choses positives, mais là j'ai parlé beaucoup de choses négatives, mais pour prendre conscience de la partie positive de ça. Que si à chaque fois j'accepte les choses telles qu'elles sont, je dis ok, ça fait mal, ça pince, d'accord, mais c'est comme ça, c'est la réalité, alors tu vas faire des choix qui sont des vrais choix. Tu vas vivre une vie qui va être une vraie vie, et toute ta vie elle va marcher. Et si c'est pas en 1 an, 2 ans que c'est génial, t'inquiète pas, la vie, Baruch Hashem, elle est longue. Et tu vas bien voir. Les gens qui veulent les résultats tout de suite, ils vont pas avoir grand chose. Vous savez que quand on met de l'eau sur de la terre, alors s'il y a une graine, ça fait un arbre. S'il n'y a pas de graine, ça fait de la boue. Pourquoi quelqu'un voudrait avoir de la boue et pas avoir un arbre? Parce que la boue, tu l'as tout de suite.
Et là, il faut attendre longtemps. Parfois, tu vas te mettre des trucs, tu vas faire des mauvais choix, des choix bêtes dans ta vie, parce que tu veux le truc tout de suite. Pouvoir montrer quelque chose, mais tu sais que c'est pas bon. Tu sais que c'est pas vrai. Ce que tu es en train de faire, c'est naze. Mais tu le fais parce que tu as un truc à montrer tout de suite. Regarde. Mais tu construis rien. Mais si tu fais des choix qui sont des choix qui te construisent, alors tu deviens, tu grandis, et ça porte des fruits, et ta vie, elle est géniale. Hachem, qu'on se voit tous dans les bonnes occasions. Et merci d'avoir tenu le coup.